Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Mondovision, votre émission géopolitique sur Radio J, tous les dimanches à 16h05, une émission que j'ai le plaisir d'animer en compagnie du géopolitologue Alexandre Adler. Cher Alexandre, bonjour. Bonjour. Je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur notre site radioj.fr et en vidéo sur notre page YouTube. Alexandre Adler, la conversation était très attendue, même si elle fut tardive. Joe Biden et Benjamin Netanyahu se sont entretenus mercredi soir par téléphone. Première discussion entre les deux dirigeants depuis l'entrée en fonction du président américain il y a un mois. Une conversation d'une heure au cours de laquelle Joe Biden et Benjamin Netanyahu sont revenus sur leur relation personnelle qui remonte, vous nous le direz tout à l'heure, au début des années 80 alors que Joe Biden était un sénateur et Benjamin Netanyahu ambassadeur israélien aux Nations Unies. Mais ils sont également revenus sur l'actualité diplomatique évidemment. Ils ont convenu de la nécessité de poursuivre le rapprochement entre Israël et le monde arabo-musulman, près de 6 mois après la signature des accords d'Abraham. Le dossier nucléaire iranien, évidemment, a également été abordé, alors que des négociations pourraient reprendre pour relancer l'accord de 2015. Alors, Alexandre Adler, que retenez-vous de cette première discussion entre les deux hommes ? Je dis donc que je ne vais pas faire le mot malin, mais je ne suis pas surpris. D'abord parce que Biden est un vétéran du mécanisme parlementaire américain, du Sénat en particulier, qu'il a été le vice-président de Barack Obama, et que, bien entendu, les Américains savaient très bien, et la classe politique américaine, que Biden était normalement le frein moteur par rapport à un Barack Obama dont les positions, on va dire, philo-islamiques étaient un secret de Et de polichinelle. manière plus générale, à la différence de Barack Obama, Joe Biden arrive à la Maison-Blanche avec une très grande expertise en matière de politique étrangère, du fait qu'il présidait la commission des affaires étrangères du Sénat pendant de très Ce qui nombreuses est années. très important, la seniorité, comme on dit dans le système politique américain, le fait qu'on est le numéro un d'un poste aussi important que la commission des affaires étrangères du Sénat, plus importante bien sûr que la Chambre, qui lui donne accès absolument à tous les télégrammes secrets, et ceci depuis maintenant 20 ans, lui donne une expérience et une autorité que peu avaient. Et bien entendu, d'emblée, un homme comme Bibi Netanyahou, qui connaît lui aussi son Amérique comme sa poche et qui est un ancien élève d'Harvard avec son frère, eh bien évidemment, a tout de suite compris que dans la catastrophe, c'en était une, que représentait l'élection de Barack Obama, en tout cas, elle ne l'était pas sur le plan du symbole, parce que c'était une très grande avancée qu'un président noir devienne le chef de l'exécutif avec tout ce que cela implique. Ça a été un véritable moment de montée pour le peuple américain dans son ensemble, et je le pense encore. Et bien entendu, il y avait le drawback, il y avait l'inconvénient, c'est que, bien sûr, Barack Obama devait aussi son élection à des soutiens, notamment un homme d'affaires, Tony Resco, un chrétien syrien qui était un homme de Bachar Assad, et d'abord de Hafez Assad et du régime syrien, mais plus généralement, un lobby de l'ensemble du monde arabe qui, à l'époque, n'avait pas évolué comme il a évolué aujourd'hui, et qui avait décidé depuis longtemps, et ça, j'en ai eu la révélation par des indiscrétions venant de Washington, un an avant l'élection, disant c'est notre candidat, Barack Obama, et bien entendu, beaucoup d'argent avait été mis déjà derrière Barack Obama Alexandre, avec précisément Tony Resco. Alexandre, pour revenir à Joe Biden, il y a quelques jours, Nikki Haley, qui est l'ex-ambassadrice américaine aux Nations Unies sous Donald Trump et que certains présentent comme une possible candidate républicaine à l'avenir à la présidentielle, eh bien Nikki Haley avait accusé le gouvernement, l'administration Biden, de snober un ami comme Israël ces dernières semaines. Comment expliquez-vous cette attente assez longue d'un mois pour mettre en place cette première conversation téléphonique entre Biden et Netanyahou ? Tout simplement parce que Biden a surtout besoin de surveiller son aile gauche, qui est fondamentalement anti-israélienne et fondamentalement tiers-mondiste, qu'il ne l'aime pas du tout. Déjà, il avait souffert de Barack Obama, et c'est une des raisons pour laquelle la désobamisation va commencer, mais elle doit commencer avec prudence. Et c'est ce qu'a fait
Joe Biden, clairement. Même si on a vu la nomination ces dernières semaines d'anciens conseillers de Barack Obama, notamment Robert Malley, qui va être chargé de la question Robert nucléaire et Malley, négociations. lui aussi, je l'ai dénoncé très tôt. El Maleh, bien sûr. C'est un juif égyptien qui a fait partie du groupe d'Henri Curiel et qui a été coopté aux États-Unis, je ne sais pas comment, je dirais presque en allemand, gehupft wie gesprungen. C'est-à-dire il a sauté comme il est venu. On ne sait pas comment il est arrivé. Mais Robert Malley, c'est un scandale absolu du point de vue de la sécurité nationale, qu'il soit membre de l'administration, qu'il ait fait cette carrière dans l'administration américaine. Mais c'est ainsi. Alors donc Robert Malley, oui, effectivement, c'est un personnage. Robert Malley, Jack Sullivan aussi. On a quand même des anciens membres de cette administration qu'on retrouve aujourd'hui à côté de Joe Biden pour le conseiller. Que voulez-vous faire? Ils sont là, et précisément en les faisant rentrer dans la tente, il les surveille. Mais je suis également persuadé qu'il y a à l'intérieur de l'administration, et notamment avec Joe Biden lui-même, une extrême méfiance à l'égard de ces personnages. Mais évidemment, les mettre dehors, on ne sait pas d'ailleurs les moyens qu'ils ont de pression sur le président, c'est peut-être pire. Donc moi, je n'irai pas le juger. Mais bien entendu, par contre, rien n'empêche les vrais amis d'Israël de se mobiliser maintenant et puis de les abattre comme au champ de tir. Est-ce que le Moyen-Orient reste une priorité pour Joe Biden qui est confronté évidemment à cette crise terrible du coronavirus qui frappe très sévèrement les États-Unis depuis plusieurs mois? Nécessairement. Non pas que les États-Unis ne soient pas en train de se désengager pour des raisons géopolitiques du Moyen-Orient. Parce qu'on parlait d'un pivotement déjà à l'époque d'Obama vers l'Asie. Oh, ça c'est des mots. Ça on nous raconte des bêtises. Mais par contre, le désengagement vis-à-vis de l'ensemble du Moyen-Orient et de l'Afghanistan, oui, les États-Unis ont bien l'intention de consacrer l'essentiel de leur effort de défense tout simplement à des dispositifs stratégiques et à une avance technologique qui ne se conquiert pas là-bas en faisant les fiers à bras au Moyen-Orient, mais essentiellement dans le high-tech et dans les investissements de long terme. Deuxièmement, il y a aussi la sécurité de tout le continent latino-américain, la lutte contre la drogue, qui est une affaire extrêmement importante. La DEA quasiment administre le Mexique aujourd'hui, la police antidrogue. Et donc tout ça, ce sont des impératifs très importants. Cela dit, bien entendu, pour le mener à bon terme, il faut que la situation soit stabilisée et que les États-Unis utilisent au mieux les cartes qu'ils ont entre les mains. Quelles sont ces deux cartes? Ils ont de bons rapports avec les éléments réformateurs de l'Arabie saoudite qui souhaitent très vite une reconnaissance mutuelle d'Israël et de l'Arabie. Et deuxièmement, c'est évidemment l'État d'Israël qui, dans certains domaines, notamment de la haute technologie, travaille la main dans la main avec l'appareil de défense américain. Donc, bien sûr, si j'ose dire, l'équation est bien celle-là, se recentrer sur les priorités nationales, ce que disait un petit peu, mais de manière démagogique et irresponsable, Donald Trump, mais en se reculant ainsi, bien entendu, se préparer pour une autre défense et une autre conception. Mais pour cela suppose de stabiliser un peu la situation au Moyen-Orient. Alors le gros chantier au Moyen-Orient actuellement, c'est évidemment la question nucléaire iranienne. Une discussion a eu lieu jeudi entre les chefs de la diplomatie européenne et leur homologue américain Anthony Blinken. Le Français Jean-Yves Le Drian a reçu à Paris l'Allemand Heiko Maas et le Britannique Dominic Raab, qui ont été rejoints en visioconférence donc par le secrétaire d'État américain au menu de cette réunion, l'Iran évidemment et la sécurité régionale au Moyen-Orient, selon un communiqué du Quai d'Orsay. Alexandre Adler, est-ce que les Européens peuvent réellement jouer un quelconque rôle dans la reprise des négociations entre Washington et Téhéran? Oui, pour la bonne raison que les Européens ont toujours tenu un discours de bon sens. On va dire de bon sens, un petit peu hypocrite bien sûr, mais qui n'était pas faux en disant que, au lieu de menacer en permanence l'État iranien des pires sanctions que l'on ne prend pas,
il vaut mieux, au contraire, l'obliger d'abord à respecter ses engagements. Bien entendu, il ne respecte aucun. Mais deuxièmement, peut-être aussi de venir négocier. Et à la négociation, les Iraniens sont obligés quand même de lâcher quelque chose. Bref. Donc, autrement dit, un mauvais accord est malgré tout préférable à l'absence d'accord, c'est ça que ça veut dire? À l'absence de discussion. Si on a une situation dans laquelle les Iraniens ne peuvent à aucun moment passer un message, et on ne peut pas leur passer des messages en disant si vous faites ceci, cela, alors nous sommes prêts à voir. Bon, eh bien, c'est intéressant. Et à un moment donné, on sait bien que le régime iranien est extrêmement friable, extrêmement en difficulté, et que donc, dans la dialectique bien connue des commissariats de police, entre le bon flic et le Good mauvais cop, bad cop. oui, il est évident que la France, parce que c'était elle la première, et l'Angleterre, ont les moyens de dire, écoutez, voyez, notre collègue est vraiment très énervé. On sait également que historiquement, les Allemands ont Vous beaucoup feriez d'intérêt mieux- en Iran. Ils ont beaucoup d'intérêt en Iran. Ils ont toujours un peu occupé la place que les autres n'occupaient pas, mais ils ont aussi beaucoup d'intérêt en Turquie. Bref, les Allemands, comme ils n'avaient pas droit à une politique internationale pendant toute la guerre froide, que celle-ci était dirigée directement depuis Washington, ils essayaient un petit peu d'occuper les terrains qui étaient libres. Et après tout, si l'Allemagne, qui d'ailleurs considérait que la diplomatie allemande, à l'époque de la République fédérale, j'entends, c'était d'aimer et de faire aimer les produits allemands. C'est bon, puisqu'ils ne pouvaient pas faire autre chose. Alors c'est vrai que von Braun avait envoyé mais c'était l'Amérique dans la Lune, et que Peenemünde et tous les théoriciens nazis des V1 et des V2 avaient finalement fini par faire des fusées pour les États-Unis. Ça, c'est autre chose. Mais qu'est-ce que pouvaient faire les autres, qui étaient quand même de bons ingénieurs? Eh bien, comme l'avait écrit un géopoliticien américain qui m'avait beaucoup frappé, l'Allemagne ne pouvant plus faire d'avions et ne pouvant plus faire de haute technologie militaire, eh bien, a commencé à se concentrer sur les grille-pains, les toasters et tout l'électroménager. C'est Bosch, n'est-ce pas? C'est l'industrie civile, l'industrie civile. Et en effet, par l'industrie civile, un homme comme Helmut Kohl, qui passait jusqu'à 10 jours à voyager dans l'étranger, avait fini par créer une diplomatie parallèle allemande, où d'ailleurs il faisait de belles saloperies avec un certain nombre de personnages comme les mollahs iraniens, déjà au temps de Khomeini. Ceci est une autre histoire, et puis il ne faut pas les en accabler, il fallait vivre. Mais en tout cas, oui, l'Allemagne a des intérêts diplomatiques qu'elle a construits comme ça, là où les autres n'étaient pas. Alors un autre sujet qui est évidemment connexe à celui du nucléaire iranien, c'est la relation entre les États-Unis et l'Arabie saoudite. Joe Biden a indiqué cette semaine vouloir, je cite, recalibrer la relation américaine avec Riyad. Et pour ce faire, le chef d'État américain souhaite changer d'interlocuteur, le roi Salman plutôt que le prince héritier Mohammed Ben Salman, le fameux MBS. Quelle implication pourrait avoir cette nouvelle ligne des États-Unis concernant cet allié saoudien? Alors ça, c'est une vraie colle. Parce que, bien entendu, la CIA est quand même très au courant de ce qui se passe dans le royaume. Et on sait que le roi Salman, qui est un personnage très sombre sur le fond, est le principal adversaire de la normalisation avec Israël, dont son fils, qu'il a essayé pendant tout un temps de destituer, Mohammed Ben Salman, a toujours été le parangon. Alors, choisir le fils contre le père contre le fils, c'est choisir le parti islamiste contre le parti du rapprochement voilà. Alors, entre le monde arabe et Israël. Est-ce qu'il le pense? C'est tout le problème avec Biden. Est-ce qu'il dit cela pour faire exactement le contraire? Disons que ce serait très maladroit aujourd'hui pour les États-Unis. Je peux le comprendre. Je raisonne avec les éléments que nous avons. Ce serait très maladroit pour les États-Unis de prendre ouvertement le parti de la destitution du père et de son remplacement par le fils, de faire un coup d'État légal qui ensuite pourrirait la situation. Donc,
C'est une manière aussi de calmer les ardeurs de MBS Non, qui avait notamment été attaqué dans l'affaire Khashoggi il y a 2 ans, 3 bien ans. entendu, il a été attaqué, mais par qui? Par le vieux. C'est un coup d'État du vieux contre le fils. Ils ont essayé de discréditer totalement MBS et de l'écarter de la succession du trône, et ça a été mené par le roi et son beau-frère. Et donc, à ce moment-là, c'est le parti islamiste qui a gagné dans l'affaire Khashoggi et tout cela. Pas longtemps. En tout cas, cette nouvelle Alors, ligne donc, de je pense Biden que... pourrait poser problème à Israël qui cherche à non, normaliser ses relations avec je t'aime, moi Riyad. non plus. C'est-à-dire qu'en envoyant un message d'apaisement au roi Salman, en disant, voilà, tu es le roi légitime, on sait que tu es malade, mais on ne te pousse pas vers la sortie, nous n'allons pas monter un coup d'État comme ce fut le cas à l'époque de Faisal, et non, nous n'allons pas essayer de créer une regime change en Arabie Saoudite. Nous allons laisser les choses se faire. Bien entendu, cette bonne volonté que nous manifestons signifie aussi on va arrêter les coups bas contre le rapprochement Mais est-ce que ça peut vouloir israélo-saoudien. dire aussi, Alexandre Adler, que Washington pourrait sur certains dossiers durcir sa ligne? On a vu que les Américains voulaient retirer leur aide militaire à l'Arabie Saoudite dans le conflit au Yémen. Est-ce qu'on peut s'attendre à un certain nombre de décisions qui pourraient faire mal à Riyad? Ça ferait mal à tout le monde, car au Yémen, il s'agit bien entendu de combattre les islamistes alliés de l'Iran. Alors, si c'est pour essayer de faire des risettes à l'Iran, ça, c'est la politique de Blinken, le secrétaire d'État. Et ça, ce sont les choses qu'il faut arrêter net. Car, bien entendu, ce que fait l'Arabie saoudite au Yémen, c'est absolument indispensable. Ce que fait l'Arabie saoudite pour essayer de rassembler les Émirats et tous les modérés du camp arabe pour un rapprochement global avec Israël, c'est fondamental. Peut-être faut-il que l'Amérique dise à peu près le contraire pour mieux bloquer les offensives qui se préparent du côté du parti nationaliste et islamiste à l'intérieur du régime. Ça, c'est possible. De la même manière que c'est comme cela qu'on a vu justement MBS et son ami Mohamed Ben Ben Zayed, Zayed aux Émirats. acheter à l'intérieur de la politique israélienne le groupe islamiste qui n'est pas particulièrement sympathique, mais qui a appelé finalement à voter Netanyahou et à ne pas se présenter aux Et élections on en israéliennes reparlera probablement avec, dans les, avec, dans les avec la prochaines gauche. émissions avant C'est les quand même législatives amusant israéliennes. ça. Mais tout ça, c'est l'extraordinaire complexité apparente. Mais évidemment, il ne faut pas tomber victime du déclaratif. Et je sais que Joe Biden n'a aucune intention de devenir maintenant le vice-roi d'Obama. Obama il a été loyal avec lui, il a couvert, il n'était pas d'accord avec sa politique, notamment contre Israël, mais il n'a rien fait. Mais aujourd'hui, si Obama imagine qu'il est en mesure de dicter sa politique au président des États-Unis, qui a été élu de haute lutte, il se trompe. Avant de nous quitter, Alexandre Adler, il nous faut parler du grand événement caritatif du jour, Israël Tzedaka by Kalita, une opération qui vise à venir en aide aux familles francophones précaires en Israël, dont la situation s'est encore malheureusement dégradée en raison de la crise du coronavirus. La campagne a démarré ce matin. L'objectif est de récolter 10 millions de shekels. Quel message, Alexandre Adler, pouvez-vous adresser à nos auditeurs qui peuvent apporter leur soutien à ces familles francophones israéliennes? Le vieux, la Kol Israël, Arivim Zelazé, nous sommes tous un seul peuple, par-delà les frontières, et nous avons évidemment des obligations particulières depuis toujours envers tous ces juifs francophones qui font de la France leur culture de référence fondamentale. Et ne pas voir que cette solidarité est fondamentale, ce serait un aveuglement terrible de notre part. Et bien entendu, il est évident que pas un juif francophone, pas notamment de nos compatriotes venus de France et qui ont fait l'ALIA, ne doit aujourd'hui vivre comme une situation insupportable l'actuelle situation. Nous sommes particulièrement fiers
de la façon dont Israël, parce que c'est une société en guerre avec tout ce que cela comporte, c'est-à-dire que tous les médecins et toutes les femmes médecins, ils sont tous officiers de réserve. Ils ne sont pas seulement officiers de réserve, mais ils sont prêts à se mobiliser devant des coups durs, très importants, des bombardements, des attaques épouvantables. Eh bien, Israël est prête à se défendre. Alors Et donc, cette défense aujourd'hui, c'est la défense contre la pauvreté, la misère et la pandémie, bien sûr. Et si nous ne sommes pas présents, nous sommes les derniers des derniers. Alors pour participer à cette grande campagne de solidarité, un site internet www.israël-tzedaka, a-by-kalita.org.il. Vous pouvez également adresser... J'ajouterais que notre solidarité envers nos coreligionnaires en France, qui sont en France et qui peuvent dans des situations difficiles, ne fait qu'un avec cette aide, avec les juifs francophones qui ont fait l'Alia. Pas de Neshira. Merci de le rappeler, Alexandre. Vous pouvez également adresser vos aides par chèque ou en espèces à l'ordre du fonds Arevim, 45 rue de Courcelles, 75 008 Paris. Voilà, c'est déjà la fin de ce numéro de Mondovision, l'émission de géopolitique d'Alexandre Adler présentée par Steve Nadjar. Merci Alexandre d'avoir décrypté une nouvelle fois avec brio cette actualité géopolitique. Merci à vous, chers auditeurs et auditrices, de votre fidélité. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur notre site radioj.fr, une émission également disponible en vidéo sur YouTube. À dimanche prochain pour un nouveau numéro de Mondovision.